peut-être pour vous présenter, mais très rapidement, rappeler que la question du droit, et en particulier la question de la justice, est un peu au centre de pas mal de vos travaux. Je pense en particulier à votre pièce sur le procès de Bobigny. Vous étiez revenu avec un dispositif théâtral assez différent de celui que vous avez choisi aujourd'hui sur ce procès majeur pour le droit des femmes en France. La pièce que vous nous présentez cette semaine est assez différente en termes de choix. Le nombre d'acteurs est différent. Le procès de Bobigny, le spectateur se baladait, cheminait, pouvait entendre un certain nombre d'acteurs reprendre des témoignages, des archives, etc. Ce n'est pas le cas dans la pièce aujourd'hui. Vous jouez dans la pièce actuelle aussi avec de la vidéo. Vous avez choisi des témoignages à la fois d'avocats, surtout, mais aussi de militants, mais aussi de victimes de procès. J'aimerais bien vous entendre revenir sur le choix du dispositif que vous avez choisi cette fois-ci, peut-être aussi dans cette filiation avec vos travaux précédents et en particulier le procès. Juste une chose, peut-être pour vous dire que votre spectacle m'a particulièrement parlé. Et parce que j'ai, entre autres, en tant qu'anthropologue, travaillé dans le cadre de la commission sur les abus sexuels dans l'Église de France, la question des violences intrafamiliales, la question en particulier de la pédocriminalité, on en a entendu parler beaucoup, était centrale. Comme l'a très bien dit Didier Lay ce matin, on ne sort pas indemne de l'étude de ce type de sujet. Comme il l'a dit également, la question du rendu est centrale. Et donc, le rendu, quand on est chercheur, le rendu, quand on est metteur en scène, est absolument central. Et j'aimerais bien vous entendre. Juste une chose sur la commission, la SIAZ et la question du droit, parce que à la SIAZ, une des choses centrales, c'était aussi l'enchevêtrement du droit canon et du droit de la République, en particulier sur tout ce qui était violence sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Et la question du secret de la confession qui était centrale. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Et c'était passionnant aussi d'entendre les travaux et l'entretien qu'on a pu faire croiser avec Didier Lett. Ça m'a éclairé sur mon propre sujet. Donc oui, la pièce Reconstitution, le procès de Bobigny, qui est une pièce que j'ai créée en 2019, coécrite avec Maya Bocquet, était une pièce qui partait de l'archive du célèbre procès mené par Gisèle Halimi. Et notre démarche avait été de déplier cette archive de 1972 et d'aller à la rencontre de personnes qui étaient témoins ou militants à l'époque autour de ce procès et de cette mobilisation pour le droit à disposer de son corps et à choisir ou pas d'avorter, et d'interviewer donc des témoins de l'époque. On a rencontré par exemple Christine Delphi, on a rencontré Françoise Fabian qui était au procès, et de rencontrer des personnes qui n'étaient pas nées à l'époque du procès, mais qui néanmoins continuaient d'être en réflexion, par exemple la philosophe féministe Camille Froide-Vaumétry, ou une historienne qui travaillait sur les archives à La Réunion et qui montrait les politiques différenciées sur la question de la procréation et de la contraception en métropole ou dans les territoires d'outre-mer. Donc voilà, c'était une circulation entre l'archive de 1972 et des témoignages de personnes témoins en 1972 et de personnes qui n'étaient pas nées en 1972 mais qui continuaient de s'emparer de ces questions. Et le dispositif était un dispositif qui permettait au public de choisir, puisque c'était un peu le centre aussi du propos, son propre parcours autour de cette archive et de pouvoir composer aussi son parcours de rencontre, puisque dans le dispositif, ce sont des acteurs qui rejouent, qui réénactent un montage des interviews que moi j'ai pu mener. Mon théâtre s'écrit vraiment à partir de paroles documentaires et à partir d'archives, et les actrices se sont convoquées pour re-rendre cette parole vive, pour rebondir sur ce qui se disait avant, pour faire revivre aussi aux spectatrices cette adresse. On fait un travail singulier sur l'oralité, c'est un travail d'écriture aussi sur l'oralité. J'enregistre, je monte, et c'est un travail de sculpture en fait sur cette matière qui est une matière tout à fait singulière, l'oralité, puisque quand on le remet à l'écrit, c'est illisible, ça ne veut rien dire. Mais les actrices peuvent s'emparer de cette matière
spécifique et la faire revivre. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est une matière textuelle qui peut aussi aller au-delà du sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on entend dans ce qu'on ne dit pas et qu'on ne dit pas dans ce qu'on entend. Et il y a du sensible et il y a la manière dont on le dit, les mots qu'on choisit, qu'on ne choisit pas. Tout ça s'entend quand c'est rejoué, réincarné par un acteur ou une actrice. Et c'est vrai que Affaires familiales est une pièce... est une pièce jumelle du procès de Bobigny, puisque le procès, quand j'ai fait le procès de Bobigny, ce qui m'a aussi interpellée dans cette histoire, c'est que ça rentrait un peu en collision avec une phrase un peu toute faite qu'on peut entendre, surtout en ce moment, depuis MeToo, qui est la justice faut laisser la justice faire son travail. Or, le procès de Bobigny montre bien que c'est parce que c'est une justice poreuse, c'est une justice poreuse avec les mouvements qui se passent dans la société, poreuse avec des activistes, poreuse avec des magistrats qui s'emparent des sujets de société, des avocats et des avocates qui viennent plaider, des sujets qu'ils ont envie de faire bouger. Et c'est cette question de l'interprétation de la loi. Enfin, en 72, c'est carrément faire tomber une loi. Mais la question de l'interprétation de la loi est au cœur d'Affaires familiales, et c'est vraiment ça qui m'intéressait, d'interroger sur une matière plus actuelle, contemporaine, cette frontière entre militantisme, droit, société, institutions judiciaires. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire des récits, puisque je fais du théâtre et que c'est aussi un espace où on peut faire vivre des histoires, faire vivre des mots qui n'existent parfois pas assez dans la société, ou qu'on entend différemment dans la société. Et comment ces histoires qui peuvent paraître intimes, qui peuvent paraître des cas spécifiques, nous concernent en fait tous et toutes. Comment en 72, cette histoire d'avoir le droit ou pas d'avorter n'est pas qu'une liberté individuelle, mais en fait un socle d'égalité pour nos démocraties. Et c'est ce que poursuit Affaires familiales comme interrogation. Une des questions qu'on s'est posées avec Laetitia était sur votre méthode de travail et qui a des similarité avec l'enquête sociologique, par exemple, une enquête à la fois par entretien, et puis on sent que vous avez aussi fait ce qu'on appelle l'observation non participante dans une association. Et on avait une question justement sur la façon dont vous travaillez, à la fois dans une période peut-être de recherche, d'enquête, assez commune avec les sciences sociales, et séparé du moment plus de création, justement, où vous allez inventer une forme, sélectionner des récits particuliers ou des entretiens particuliers dans ce cas-là. Et donc on se demandait comment avez-vous articulé ces deux moments, quelle a été la part de sélection de l'ensemble des entretiens que vous avez menés. Ce qui nous a frappé, par exemple, c'est qu'il y a un certain nombre d'entretiens avec à la fois, on pourrait dire, des victimes du droit. Par exemple, dans le chapitre sur les limbes, où on voit un père qui est dans cette situation kafkaïesque d'être un citoyen italien en Italie, avec un fils de citoyen américain et pas italien à cause justement d'un problème que vous dépliez, que je ne prendrai pas le temps de déplier, mais allez voir la pièce. À cause de Mélanie. Voilà. Et donc, il y a ce focus donc, sur les avocats, les victimes, une présence qui est évoquée, mais qui n'est pas représentée par une actrice, c'est les magistrates dont vous parlez souvent, qui sont quand même les juges qui, in fine, vont décider. C'est souligné aussi, la magistrature est une profession très féminisée, qui sont aussi des femmes et qui, parfois, font des décisions qui sont justement... matière à scandale, comme c'est représenté dans la pièce, mais elles ne sont pas représentées par des acteurs. Et on se demandait si vous avez fait dans l'enquête, dans la recherche des entretiens avec ces magistrates ou avec plus d'associations, et pourquoi elles ne sont pas représentées, quel a été le choix qui a présidé à cette sélection du matériau d'enquête au matériau théâtral.
Alors oui, j'ai fait beaucoup plus d'entretiens et de rencontres qu'il n'y en a dans la pièce. Alors moi, j'ai une démarche artistique, donc je crois que c'est clair que l'œuvre n'est ni sociologique ni historique, et qu'il y a aussi mon personnage qui est en scène, et que les choix se sont faits aussi d'une manière sensible par rapport à ce qui résonnait en moi, ce qui m'interpellait, d'une manière aussi de choix d'écriture artistique, c'est-à-dire que les entretiens les rencontres en fait, plus que les entretiens qui font partie du corpus qui est sur scène aujourd'hui, c'est parce que justement il y avait une vraie rencontre, quoi. C'est-à-dire il faut que ça réunisse plusieurs ingrédients. Il faut qu'il y ait une vraie rencontre sur le moment de l'entretien entre moi et la personne, parce que ça donne une matière théâtrale qui diffuse dans le public, parce que c'est ça que j'essaie de faire revivre aussi aux personnes, c'est-à-dire une vraie rencontre avec une personne, avec une problématique, avec quelque chose que je découvre plus ou moins totalement, parfois partiellement, mais en live. Et il faut aussi du coup que ce qui se passe, ça vienne perturber mes idées, les idées que j'avais avant de rentrer dans cette relation-là. Et du coup, il faut qu'il y ait cet ingrédient-là qui se passe. Il faut aussi que la personne, c'est pour ça que parmi les victimes et les justiciables, ce sont souvent des activistes et des militants, il faut que la personne ait déjà aussi une conscience de la portée de sa parole, et soit déjà dans une volonté que sa parole soit relais et relayée. C'est hyper important pour moi, dans une sorte aussi d'éthique artistique, parce que certaines personnes me parlent, mais n'ont pas forcément conscience de ce que ça peut faire quand on se réempare de leurs paroles. Donc il faut qu'il y ait déjà aussi cette conscientisation et cette démarche amorcée d'une manière ou d'une autre, même si elle n'est pas du tout artistique, et même si les gens n'imaginent que très rarement le spectacle qu'on va faire, puisque même moi je ne le sais pas au moment où je fais les entretiens. Mais il faut qu'il y ait ces deux choses-là. Et voilà. Et ensuite, c'est vraiment la confrontation d'idées. Il faut qu'il y ait à un moment donné deux cerveaux qui communiquent vraiment, réellement, qui se rencontrent, et qui aient une émotion de ça, puisque c'est vraiment ce que je cherche à reproduire théâtralement et à faire revivre aux spectateurs. C'est à utiliser le théâtre pour ça. Ensuite, sur la question des magistrats, c'est une parole, les magistrats, ont été plus difficiles à rencontrer. C'est une parole aussi qui est plus soumise, on va dire, au devoir de réserve. J'ai longtemps hésité à rencontrer le juge Durand, mais il répondait après la Civise. J'ai assisté à la Civise. J'avais aussi des enregistrements de la Civise. Je lui ai demandé au moment de la Civise, mais je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire, si je pouvais peut-être, parce que c'est des matériaux très intéressants, tous ces témoignages, mais c'est pareil, ces personnes ne venaient pas pour ça à la Civise. Donc la Civise, c'est la commission indépendante des violences sur les enfants, c'est ça l'abréviation, présidée par le juge Durand, où ils ont fait un travail, comme vous, formidable. Ils sont allés dans plusieurs villes pour récolter en fait des paroles de victimes, d'adultes qui enfants ont vécu des crimes de violence sexuelle. Vous dites bien que il y a aussi la question de la façon dont ceux que vous avez interrogés acceptent que vous vous empariez de leurs paroles, vous venez de le dire. On s'est interrogé sur votre choix en termes d'anonymisation qui n'est pas complètement... C'est pas une anonymisation complète puisqu'on les voit, on voit leur visage. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on en reconnaît certains. Et en même temps, il n'y a pas leur nom. Et donc, pourquoi ce choix ? Je cherche pas forcément je cherche pas à les anonymiser, puisque en fait toutes les personnes sont nommées qui ont accepté d'être nommées sont nommées dans la feuille de salle. Toutes les personnes dont le visage apparaît m'ont donné l'autorisation, bien évidemment, et effectivement, parfois leur nom est dit au fil du texte, mais c'est pas difficile en fait. Par exemple, la première avocate, Caroline Mécari, on la nomme pas, mais il y a le titre de son livre, et puis elle est dans la feuille de salle. Enfin, c'est facile, c'est pas effacé, c'est facile à recomposer ou à demander en tout cas. Pourquoi est-ce que les titres, c'est les limbes et pas le nom de la personne, par exemple ? Parce que je cherche à créer aussi cet entre-deux, cet interstice où il y a une réalité qui est une réalité fantôme,
qu'on réactive sur le plateau. Et il faut pour moi que le spectateur ou la spectatrice ait en permanence les deux. Donc il ne faut pas non plus coller complètement au réel, parce que sinon il faut mieux que je diffuse un documentaire en fait. Il faut laisser cet espace en fait entre le réel qui a eu lieu, qui est ici une archive, un fantôme, un guide, un écho, et ce qu'on fait, ce qu'on réactive au plateau et ce qu'on partage. Et il faut que ça laisse aussi la place à l'identité de l'interprète, et qu'on voit à chaque fois ce jeu entre la personne réelle, l'interprète, la réalité, le théâtre, ce jeu d'interprétation, en fait, de réappropriation, en donnant à chaque fois les codes aux spectateuristes. Mais c'est pour ça qu'on ne nomme pas, on ne dit pas, attention, on va maintenant on rencontre telle personne. Mais néanmoins, pour moi, ils ne sont pas anonymisés dans le sens où leurs noms sont présents. Il y a plein d'indices qui fait qu'en 2 secondes sur Internet, on retrouve qui c'est, où on peut demander, enfin, c'est pas non plus caché, quoi. La première partie porte sur la question de l'homoparentalité, la façon dont le droit crée des obstacles dans toute une série de situations. Puis la deuxième partie, on peut dire, évoque surtout le problème de l'inceste. Quel a été votre choix, les raisons pour garder ces 2 thèmes? Est-ce que vous avez exclu d'autres sujets dans lesquels vous avez vu des conflits entre les évolutions sociales et l'évolution du droit ou des... Après, c'est pas une pièce où il y a que 2 sujets. Hein. Il y a les parentalités LGBT et l'égalité pour tous et toutes. Il y a aussi la question des enlèvements d'enfants, un témoignage sur les enlèvements d'enfants internationaux. Il y a le crime d'inceste. Il y a aussi les violences de genre, homophobes, les violences conjugales, le viol conjugal. Donc pour moi, il n'y a pas 2 parties et 2 thématiques. C'est une mosaïque. Pour moi, la pièce est un puzzle. En tout cas, j'ai composé un puzzle de rencontres qui ont été pour moi fortes, qui m'ont bousculée, et de thématiques qui résonnent aussi en moi. C'est-à-dire qu'il y a aussi mon personnage, et c'est une recherche située, incarnée. Je suis une femme lesbienne de mon âge, dans cette société-là, avec MeToo, donc c'est aussi ce qui me traverse et ce qui résonne en moi, qui est porté au plateau. Mais je dirais que le fil conducteur, ça a été pour moi une question de théâtre et une question de société, c'est la question des récits, c'est-à-dire quels sont les récits qu'on entend, comment est-ce qu'on accepte de les entendre, comment parfois on ne les entend pas, par exemple pour l'inceste, et comment ce qu'entend et ce que n'entend pas l'institution judiciaire, c'est en écho à ce qu'entend et ce que n'entend pas notre société. Donc nous, en tant que collectif aussi, au théâtre, vous me posiez la question du dispositif sur lequel je n'ai pas complètement répondu. Là, le choix du dispositif, c'est un dispositif bifrontal avec une installation plastique de Nadia Loro au centre, dans lesquelles les acteurs et les actrices viennent et sortent pour réenacter ces rencontres, pour faire revivre au présent ces rencontres. Mais le choix du bifrontal, quand Nadia Loro a proposé ça s'est imposé très rapidement parce que alors que les situations initiales, ce sont plutôt des situations, on va dire, dans un café, dans un bureau, etc. Après, je fais toujours un théâtre qui déplace la parole pour aussi la mettre à la loupe et pouvoir l'entendre autrement que dans le réel. Mais cette situation de bifrontal, pour moi, s'est imposée esthétiquement et résonnait complètement avec ce que je voulais raconter, qui était justement pas du tout une dénonciation de l'extérieur d'une institution judiciaire qui serait défaillante, parce que c'est facile, je trouve, de l'extérieur d'aller voir il y a des injustices, mais de faire un relevé en 2 heures de toutes les injustices. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'éprouver collectivement dans le temps du théâtre ce qu'on n'arrive pas à entendre ou ce qu'on entend mal. Typiquement, les parentalités LGBT,
même si tout le monde est plutôt... Enfin, on a une société qui est quand même très ouverte à la question du mariage pour tous et toutes en France, à la question des parentalités LGBT. Il y a quand même encore des énormes résistances à ne pas entendre la parentalité au-delà du lien biologique et à reconnaître les deux parents, les deux mères à niveau égal, même si une a porté l'enfant et l'autre pas. Il y a des résistances psychologique, encore très forte. Il y a des résistances à écouter les récits d'inceste et à les croire, tout simplement. Mais c'est pas que la justice. Je veux dire, même moi, vous parliez de ce qu'on éprouve quand on collecte des paroles. Dans ce travail-là, ou dans des discussions avec des amis, je me souviens des histoires, mais je me souviens jamais de tout. Il y a une part de déni, de protection qui se met en place, et la société, parce qu'on manque de mots, parce qu'on manque de récits collectifs. Donc c'était cette histoire-là aussi, enfin c'était cette recherche-là que je voulais faire, parce que je pense que c'est une histoire de théâtre aussi. De revenir sur la question de l'émotion, qui est à la fois l'émotion de l'historien ou de l'enquêtrice face à la parole qu'il reçoit dans ses affaires familiales. Et sur la façon dont l'émotion est retranscrite. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez expliqué le critère de sélection en disant il faut que ce soit à la fois qu'il y ait une rencontre, donc qu'il y ait de l'émotion, et qu'à la fois ce sont des personnes conscientisées, donc qui sont capables de gérer leurs émotions une fois que leur parole est aussi mise en public. Et pour commencer dans cette discussion avec Didier, ça m'a interpellé ce concept d'écriture blanche, dans cette volonté finalement de tamiser l'émotion ou de la contrôler. Comment faites-vous? Comment voyez-vous la différence? Est-ce que vous parleriez d'écriture blanche par rapport à la scène qu'on a vue? Ben, je ne sais pas, merci pour la question. Je pense qu'effectivement, au cœur du travail sur les violences, que ce soit un historien ou une metteuse en scène, je pense qu'il y a effectivement l'émotion est vraiment centrale. Alors, moi, effectivement, dans la pièce hier, donc c'est peut-être un peu une question pour Émilie Rousset, dans la pièce hier, je me suis demandé s'il n'y avait pas, consciemment ou pas, un dispositif de protection finalement du spectateur. Parce que les acteurs disent parfois qu'ils sont émus, ils disent oui, ça m'émeut beaucoup, mais à part un seul moment, je crois, dans mes souvenirs, où il y a une actrice avocate qui craque un peu, lorsqu'elle parle de... c'est dans l'épisode sur les enlèvements d'enfants, où elle dit finalement cet enfant de 13 ans, il se comportait comme un enfant de 2 ans, etc. Et donc là, on sent qu'elle est en train de craquer. Il y a vraiment, là, pour le coup, chez l'actrice, de l'émotion. Mais, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est le seul moment où un acteur ou une actrice manifeste de l'émotion. Et ils le disent, effectivement, qu'ils sont émus. Et donc je me demandais, et en tant que spectateur, évidemment, on est parfois bouleversé par ce qu'on entend sur scène, mais comme si finalement, on s'autorise pas, je sais pas, peut-être que... il me semble qu'une spectatrice à côté de moi s'est mise à pleurer à un moment, et je crois que c'était à ce moment-là. Donc je me dis, est-ce qu'il y a un dispositif de protection qui a été mis en place, consciemment ou pas, par rapport justement pour comment gérer les émotions des spectateurs par rapport à ces violences? Disons qu'il y a déjà mon rapport au théâtre et à l'art, et à comment l'art et le théâtre produit, gèrent de l'émotion. Donc il y a déjà ça en dehors même du sujet. C'est vrai que moi j'ai un rapport au théâtre où j'aime qu'on me laisse beaucoup d'espace en tant que spectatrice. J'aime qu'on me donne tous les éléments, mais que l'émotion elle se crée vraiment en moi, qu'elle ne soit pas pré-mâchée, qu'elle ne soit pas dirigée. Et je préfère repartir avec des émotions complexes qui m'habitent longtemps, plutôt qu'avec des émotions qui viennent me plaquer au fauteuil du théâtre. Donc déjà, c'est mon rapport, moi, en tant que personne, face aux œuvres artistiques, et moi, en tant que créatrice.
J'aime quand l'artiste et quand les œuvres sont délicates en fait avec l'émotion, et quand on repart avec quelque chose qui naît en nous, qui travaille en nous, et pas forcément quelque chose qui vient nous astreindre à ressentir. Je suis même gênée en fait quand les œuvres procèdent comme ça. Donc voilà, je pratique déjà un théâtre qui cherche ça. Ensuite, par rapport au sujet, je sais pas, je pense pas que je pense que c'est la pièce où je suis allée le plus dans l'émotion par rapport à mes autres pièces, en fait, on va dire directe, incarnée, parce que le sujet l'appelait justement. Donc voilà. Et par rapport à comment on l'a structuré, écrit, comment c'est monté, on y est allé par palier, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'au début, notamment sur les séquences qui traitent de l'inceste, la séquence avec l'interview de l'avocate Pauline Rongier, la séquence qui se passe dans l'association de mères désenfantées. Avec l'équipe, on y allait pas, en fait, au début, mais on était trop timide, on sacralisait trop cette parole, quoi. Et on est, en fait, de plus en plus, on s'est permis de bouger, on s'est permis qu'il y ait du mouvement, de la colère, du sourire. Et puis, par exemple, sur l'association, c'était très important pour moi. Je garde aussi dans la manière de travailler, je pourrais pas, par exemple, travailler avec des matériaux que quelqu'un d'autre a récoltés. C'est pas possible, parce que je garde très fort en moi, pour l'écriture, la sensation que j'ai eue. Et par exemple, dans cette association, ce que j'ai eu, et c'est vrai avec tous et toutes aussi, mais encore plus fort, c'était encore plus fort, important pour moi de le préserver sur scène dans la séquence de l'association, c'était de l'empouvoirment, en fait, d'être ensemble. Et chaque personne que j'ai rencontrée, en fait, pour moi, c'est des rencontres empouvoirantes. C'est pas aussi des rencontres qui m'ont abattue, en vrai, parce que c'est des gens qui combattent, c'est des gens qui sont en vie, et on est en vie avec des problématiques, et du coup, c'est cette énergie vitale qui m'intéresse plus, c'est cette énergie vitale de la pensée active que j'ai plus envie de transmettre que l'émotion de la douleur des cas dont on parle, mais c'est parce que aussi les gens sont comme ça, enfin, en fait, les gens que j'ai rencontrés. Oui, alors c'est pas tant sur le viol conjugal que sur la mobilisation de la notion de devoir conjugal dans l'histoire du procès dont la Cour européenne des droits de l'homme a finalement donné un avis, mais très 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 récemment, en janvier, là, si j'ai bien compris. C'est vrai que ça résonne beaucoup avec des résultats qu'on a pu mettre en évidence là dans notre enquête. Où là on se situe vraiment à un autre endroit du champ social, qui est on va interroger des hommes et des femmes, là en l'occurrence des femmes, ça se passe au téléphone, et on leur pose des questions sur leur vie sexuelle, leur vie affective, et c'est vrai qu'il y a une partie d'entre elles qui, à l'occasion de ces entretiens par questionnaire, ont un effet y compris au moment même de l'enquête, parfois un effet de révélation, de dire, en fait, oui, j'ai des rapports sexuels avec mon mari, mais en fait, j'en ai pas, ou avec mon conjoint, et j'en ai pas envie, et de dire, oui, peut-être qu'en fait, c'est pas juste je me dévoue, c'est en fait je subis des choses que j'ai pas envie de vivre, et donc cette idée que les juges, et ce qui est très triste dans l'histoire, c'est que ce soit des juges femmes, en l'occurrence, n'arrivent pas à se dépêtrer de cette vision archaïque du rôle du mariage comme mise à disposition du corps des femmes ad vitam aeternam pour l'homme avec qui elles sont mariées. Et donc je trouvais ça très intéressant de voir qu'effectivement il y a encore un besoin de révélation, et que nous, dans nos enquêtes par questionnaire, en mettant des pourcentages sur la réalité de ce phénomène, on participe finalement d'une forme de dévoilement que vous mettez aussi en évidence dans ce chapitre-là de la pièce.
Bah oui, et puis c'est super intéressant sur ce que vous dites sur comment on pose les questions, en fait. C'est ce que dit aussi Dorothée Ducy dans son ouvrage Le berceau des dominations, c'est-à-dire les violences, il faut déjà... il faut avoir accès à la conscientisation du fait qu'on a subi des violences. Et suivant, pour les questionnaires de recensement sur les violences sexuelles, voilà, elle le dit très bien dans son ouvrage, ça dépend dans la manière dont on pose les questions, parce que beaucoup ne se sentent pas concernés, mais on pose la question différemment, et ça dévoile quelque chose que le psychisme a mis de côté. Oui. Le viol conjugal, bien évidemment, c'est un sujet frappant dans la longue durée, hein, dans sa négation, et puis dans son évolution récente. C'est un sujet, je trouve aussi, et la pièce le montre bien, où la littérature, le théâtre, apportent beaucoup. S'il n'y avait pas eu la littérature, s'il n'y avait pas eu le théâtre, s'il n'y avait pas eu le cinéma aussi, les juristes n'auraient pas eu l'idée de parler du viol conjugal. Donc il faut ces témoignages en dehors des procès. La difficulté, si difficulté il y a, je suis prêt à le reconnaître, c'est bien évidemment la question de la preuve et du consentement. C'est pas du droit, mais c'est quand même un élément de la philosophie du droit. Kant a défini le mariage comme la donation de ses parties sexuelles à son conjoint. Donc, dans le mariage, on est présumé consentir des relations sexuelles avec son conjoint. Ça n'interdit pas, bien évidemment, de plaider et de prouver le viol conjugal, mais c'est un retournement d'une présomption. C'est une des avocates qui m'a dit ça, et je trouve que c'est assez intéressant de le dire aussi, parce que souvent on pense que du coup ce qui a pu se passer dans le lit conjugal, il n'y a pas de preuve de toute façon, etc., sauf extrême violence. C'est un peu ce que dit aussi Lilia Missen dans l'interview, une partie qui est rejouée, qui dit ce que j'ai gagné les procès de viol conjugaux. J'en ai pas perdu beaucoup parce que, en fait, ceux qui vont jusqu'au procès, c'est qu'il y a des dossiers très, très étayés. Mais il ne faut pas oublier, et c'est aussi là où la justice opère, c'est qu'il y a aussi des aveux dans les histoires, parce qu'on disait les incestes, ils ont eu lieu sur par exemple, l'allongement du délai de prescription. On dit oui, mais ça c'était il y a trop longtemps, on ne va jamais pouvoir le prouver. Sauf qu'en fait, c'est des histoires, c'est des cas où il y a souvent des aveux aussi. Donc ça existe aussi dans le régime de la preuve. Oui, non, ce que je trouve intéressant dans la pièce, c'est effectivement la dialectique entre communauté de vie et communauté de lit. Hein, et je pense que tout ça vient de loin, parce qu'effectivement, le mariage selon l'Église, enfin selon le droit canon, c'est un mariage qui doit être consommé. Pour qu'il soit complet tous, hein, pour qu'il soit complet, il doit être consommé. Et donc ça pose le problème est posé dans la pièce, je trouve. Oui, mais je veux dire, la nouvelle génération qui revendique aussi de relationner sans la sexualité, je veux dire, c'est quand même... et puis les couples homosexuels qui ont des relations sexuelles qui ne sont pas dans le cadre de la reproduction, il y a beaucoup d'histoires maintenant revendiquées qui devaient exister avant, mais qui se formulent, qui mettent des mots dessus, qui déplacent ces lignes-là. Oui, mais un verrou difficile à faire sauter quand même, ce qui est montré dans la pièce. Ça dépend des vécus. Didier Lec a parlé d'une écriture blanche qui lui permettait de rendre compte des émotions sans prendre en otage finalement son lecteur, c'est ce que j'ai compris. Et vous-même, vous avez parlé d'un rapport spécifique à l'émotion, Ingi, et j'aimerais savoir quel registre de langage, en fait, alors, malheureusement, et je m'en excuse, j'ai pas vu votre pièce, et j'aimerais bien la voir, mais quel registre de langage vous avez choisi, comment vous jouez avec la richesse de la langue pour rendre compte de ces sujets extrêmement intimes et délicats. Par exemple, dans l'entretien avec Pauline Rongier, mais même dans la séquence avec l'association, le mot inceste, avant qu'il ne soit prononcé, je travaille à partir d'entretiens et donc je travaille sur l'oralité à partir des mots qui se sont vraiment dits. Après, c'est du montage. Sur un entretien de 3 heures devient une séquence de 15 minutes, donc il y a un retravail. Mais par exemple, ce que j'observe dans le document de 2-3 heures, c'est qu'il y a beaucoup... On nomme pas la violence et on nomme pas le mot inceste, par exemple, tout de suite de but en blanc. Il y a une délicatesse aussi de la part des personnes qui traitent ce sujet pour voir où en est la personne en face et à quel moment on met les mots. Mais après, c'est important de mettre les mots.
C'est aussi ce que dit l'autrice de Triste Tigre. Et dans la pièce, c'était important que les mots soient dits, après que les mots soient dits, mais que les mots soient amenés, en fait, et que ça ne soit pas au mauvais endroit de l'émotion, qu'on ne soit pas dans une émotion pornographique, quoi, quelque part. Donc qu'on soit dans une émotion partagée de qu'est-ce que ça fait de partager ici, ensemble, la réalité de ces violences. Et que ce ne soit pas un voyeurisme. J'ai trouvé ça très intéressant ce que vous disiez sur le fait que c'était peut-être un peu facile d'étanchéifier la relation entre société d'un côté et justice défaillante de l'autre. Pour l'Église, je pense que c'est aussi traversé complètement de ça, avec peut-être par surcroît le fait que dans ce corps social qu'est l'Église, il y a une confiance immense en fait entre les pasteurs et les fidèles, qui rajoute une difficulté supplémentaire pour toutes les histoires d'abus. Quand on parle d'abus, il y a l'abus évidemment des corps, mais aussi des confiances, et c'est énorme. Et puis aussi pour dire que je pense que c'est un sujet de spectacle très ambitieux et pertinent sur le fait qu'il y a une communauté qui se rassemble au théâtre, et donc du coup une audace de parole et une liberté de parole. Et moi j'étais en train de penser que j'espère qu'un jour... Vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de théâtres de patronage, etc. Bon, j'ai rien contre. Mais un théâtre qui pourrait avoir cette audace de parole et cette liberté de parole, qu'on traditionnellement on appelle parésia dans la tradition de l'Église et des pères de l'Église. Voilà, on a du mal bien souvent en Église à tout dire et à tout entendre, à être capable de ça. Et j'ai pas vu le spectacle, malheureusement. Mais... ce que vous en dites sur aussi la délicatesse m'a l'air très important. Voilà. Ça m'a fait penser aussi au documentaire Les Oubliés de la Belle Étoile, sur des gens dans un internat qui étaient gérés par des prêtres et par l'État aussi, près de Albertville, qui est un documentaire avec le temps de la parole et le temps du silence aussi, pour entendre ce que ces victimes avaient à dire. Voilà. Émilie Rousset, vous avez dit tout à l'heure, on manque de mots. Est-ce qu'on manque de mots ou est-ce qu'on manque de sens? Le terme autorité, parce que le narratif, en fait, n'exprime que du sens, n'est-ce pas? Le terme autorité, si je ne m'abuse, vient du latin augeo, qui signifie faire naître, augere, poser un acte créateur. La racine commune avec le mot auteur est celui qui fonde une parole et s'en porte le garant. L'autorité, c'est le mode essentiel de donation du sens à l'existence. Moi, ce que je me demande, c'est que quand je vois votre pièce, je me dis que donner du sens à ce qu'on vit, autant qu'au contexte dans lequel il prend sens, vous, à travers le théâtre, à travers les mots, vous permettez une ouverture du contexte. Mais ça dédouane personne de donner sens à sa propre existence, à sa propre situation qu'on traverse et à notre propre autorité. Et c'est peut-être là qu'il est le conflit que vous laissez émerger entre la personne et l'autorité instituée, qu'elle soit politique ou judiciaire. Moi, j'ai commencé la pièce en ayant un prisme et un regard hérité du féminisme, et peut-être j'avais plus démarré sur les violences homophobes et les violences faites aux femmes. Mais c'est ce que disent, enfin je suis pas la seule, hein, c'est ce que les féministes, beaucoup de féministes disent aussi. On arrive tout de suite aux violences faites aux enfants, enfin très très rapidement. Et s'il y a eu, et une des avocates le dit, il y a une prise de conscience sur les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les violences de genre, mais il y a encore un énorme déni sur les violences faites aux enfants, les violences sexuelles et les violences intrafamiliales faites aux enfants. Enfin, on n'en est pas encore on commence à relever les chiffres comme on a relevé les chiffres des féminicides.
on connaît les pourcentages, on connaît 2-3 enfants par classe, quoi. On connaît ce chiffre et il n'y a pas de formation des enseignants. Et quand les enseignants dénoncent, il n'y a pas de suite. La société ne prend pas en charge. On sait avec les travaux de la Civise qu'un enfant doit s'adresser à 6 ou 7 personnes avant d'être cru et aidé. Enfin, voilà, on connaît ces chiffres, quoi. Et oui, c'est désastreux. Et alors qu'on est une société où on demande à n'importe qui dans la rue et on dit mais ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut, c'est tout faire pour nos enfants. Et ce sujet-là, on ne l'entend pas, on ne le traite pas, pour moi, du tout. Et oui, c'est énorme. Je travaille sur les enfants, je suis historienne. Comme Didier Lett, mais moi je fais un peu du journalisme parce que je fais de l'histoire contemporaine. Et ma question justement, puisque vous parlez de la parole des enfants et que c'est mon objet d'étude, le fait que les enfants sont des acteurs sociaux et qu'à ce titre ils sont producteurs d'une parole et donc de source pour l'historien, ni plus vrai, mais ni moins vrai que celle des autres acteurs sociaux. Et donc ma question c'est, est-ce que vous aviez envisagé à un moment donné d'intégrer des témoignages d'enfants ou de très jeunes adultes dans le panel kaléidoscopique, pour reprendre votre terme, de votre spectacle? D'enfants, non, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut une forme, pour moi, c'est éthiquement, dans ma démarche artistique, c'est très important qu'il y ait une forme de conscience de ce que je peux faire de la parole et d'une portée de la parole. Et en tout cas, je ne me suis pas sentie d'expliquer et d'avoir un lien avec un enfant et aussi ses parents. Je ne vois pas comment j'aurais appliqué ça avec l'exigence qui est assez importante pour moi dans ma démarche. Donc, je n'ai pas envisagé de parler avec des enfants. Aussi, je pense, parce que sur le sujet des violences, je pense que je ne suis pas habilitée, en fait, pour parler avec un enfant qui aurait subi des violences. Donc, je n'ai pas envisagé ça, ouais. Peut-être à tort. On le sait, les gens que j'ai rencontrés, les personnes que j'ai rencontrées, où il y a qui témoignent de violences d'inceste, on sait que l'inceste, c'est un monstre transgénérationnel. Et donc voilà, moi je trouve que ça s'entend dans la pièce, qu'il y a plusieurs enfants, ex-enfants blessés.